Bonjour. Malheureusement, le reste de l'exposé ne sera pas aussi coloré, ni peut-être un peu en forme de défi que cette photo, qui est simplement de saison. Je vais suivre assez bien le plan que Pierre Fayet a esquissé, mais surtout, plutôt que d'accumuler des faits, essayer de revenir un peu en arrière et de voir quelle a été notre démarche de théoricien et, dans une certaine mesure, à un moment où on peut avoir l'impression que les choses sont finies, que le modèle standard a été prouvé, de nous rendre compte qu'une frontière passée, ce sont des problèmes beaucoup plus nombreux, mais surtout peut-être beaucoup plus fondamentaux qui se posent à leur tour à nous. Alors je vais passer ce schéma, ce plan de l'exposé, et commencer par un petit défi qui se situe un peu avant la période des grands accélérateurs, donc avant le LEP au CERN, avant le SPP Barès, donc dans les années 80 approximativement. Et je vous donne ici un tableau qui est pris directement d'une espèce de bible des physiciens qui est la table des propriétés des particules. Et dans ce tableau, j'ai repris un certain nombre de particules plus ou moins familières et toutes légères. Si vous regardez, il y a le proton, le neutron, qui ont chacun une masse 0,9. En fait, l'unité, c'est le GeV par c carré. Le GeV par c carré, c'est à peu près la masse du proton. Donc, on fera l'identité dans la suite. Le proton et le neutron ont à peu près cette unité de 1 GeV par c carré. Et par la suite, je vais d'ailleurs laisser tomber le c carré. Nous avons l'habitude de prendre la vitesse de la lumière, c comme unité de vitesse, donc je dirais GeV. Donc nous avons ces deux particules qui ont des masses proches d'un GeV. Nous avons deux particules qui ont des masses à peu près doubles. L'une, c'est ce qu'on appelle une résonance assez banale, qui a une masse de 1,8 GeV, et le lepton tau qui a une masse de 1,777 GeV. Je les ai choisis seulement parce que leur masse était proche. Et enfin, une particule légère, le muon, qui compose beaucoup du rayonnement cosmique et qui a à peu près une masse 10 fois plus faible. Donc vous voyez que cette échelle de masse ici couvre un facteur de 20, en gros. Si je regarde le temps de vie de ces particules, on devrait parler de temps de demi-vie. Le temps de vie de ces particules, ce n'est pas un facteur 20 que je trouve, mais des ordres de grandeur extraordinaires. Le temps de vie du proton, le proton, il est quasi stable. Je sors de la lumière, c'est ça? Des micros, d'accord, voilà. Donc, le proton, il est quasi stable. Une vie de plus de 10 exposant 31 années, c'est-à-dire beaucoup plus que le temps de vie de l'univers. Et si vous voulez me demander par la suite comment on mesure une temps de vie qui est bien supérieure à celui de l'univers par 20 ordres de grandeur, n'hésitez pas à le faire éventuellement après la conférence. Jusqu'à 10-24 secondes. Alors, oublions le proton pour le moment, on voit que deux particules qui ont quasi la même masse ont des temps de vie de 10-13 et 10-24 secondes, c'est-à-dire 11 ordres de grandeur pour des temps de vie de particules différentes. Alors, lorsqu'on parle de particules, on parle d'interaction, et une des interactions des particules, c'est leur désintégration, et c'est ça qui a conduit à parler de désintégration forte, celle qui va très vite avec un temps de vie très court, et de désintégration faible avec un temps de vie de 10-13. Donc, on a plus de 10 ordres de grandeur entre les deux. Quand j'étais étudiant, je me disais, mais enfin, forte et faible, où est la limite entre les deux? Et bon, quand j'ai regardé un jour les ordres de grandeur, je me suis rendu compte, bon, il y a 10 ordres de grandeur, on ne va pas aller discuter pour savoir où se trouve la limite. Et puis, vous avez le muon avec 10-6, c'est-à-dire encore un temps de vie beaucoup plus long, mais une masse plus faible. Est-ce qu'on pouvait expliquer tout ça? Et en fait, l'explication est venue assez tôt, mais avant de nous lancer dans l'explication, je veux dire, à quoi fallait-il s'attendre? Alors, lorsque nous trouvons devant un problème de physique inconnu une méthode brutale, aveugle, c'est l'analyse dimensionnelle. C'est-à-dire, bon, on a une particule qui a une masse d'un GeV, on n'a aucune autre quantité autour de ça. À quoi correspond une masse d'un GeV en termes d'énergie?
Bon, ça c'est E égale mc carré, ben, ça fait l'énergie d'un GeV, évidemment. À quoi ça correspond en fait de temps? Ben, vous avez la relation d'Einstein E égale h nu, et vous voyez que le temps est inversement proportionnel à l'énergie. Et si on a donc une échelle de 1 GeV, ça correspond à 10-25 secondes. C'est-à-dire, si je reviens dans le transparent, que le 10-24, il est exactement ce à quoi je dois m'attendre en termes d'analyse dimensionnelle. Celui-là n'est pas une surprise. Ce qui se passe, c'est que les autres vivent à peu près 10 exposant 10 fois trop longtemps. Bon, on peut peut-être s'en réjouir pour eux, mais effectivement, on se trouve devant cette situation et on a été amené à parler d'interaction faible et d'interaction forte. Et puis après, dans les années 60, justement, avec l'introduction du mécanisme de Braut-Angler-Higgs, avec d'autres approches sur les théories de jauge, on a essayé de faire une analogie entre interactions faibles et les interactions électromagnétiques. Alors, par exemple, un électron qui se trouve dans un noyau, dans un atome, interagit avec un proton et il interagit par l'échange d'un photon. On fait la même chose pour les interactions faibles. Le lepton tau interagit par l'échange d'un W, émet un nu tau et éventuellement se désintègre en électrons, etc. Donc ça, c'est le mécanisme. On a copié simplement le diagramme de Feynman qui existait. La différence, comme Pierre Fayet l'a suggéré, c'est que le photon qui contrôle des fortes à longue portée est sans masse et que le boson W, boson vectoriel, le vecteur des interactions qu'on introduit ici, eh bien on va supposer qu'il a une masse très grande, ce qui explique qu'on ne l'a pas produit jusque-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est un calcul simple que tout étudiant en physique peut faire, de calculer la probabilité des intégrations et de calculer le temps de vie. Et alors, on s'aperçoit que le temps de vie va croître comme la 4e puissance de la masse du W. Donc là, nous avons une sensibilité énorme, masse W divisée par la masse de la particule. Donc nous avons là une sensibilité énorme à la masse de la particule. Pour être honnête, il n'y a pas que la masse du W, il y a le couplage qui remplace la charge électrique, G. Donc a priori, je pourrais rendre compte d'un temps de vie très long, soit en prenant un G très petit, il vient en dénominateur, soit en prenant une masse W très grande. Alors quelle est la solution? J'ai deux solutions. Ben, si c'est pour rendre compte de la vie du taux, ben, je peux, dans mon état de connaissance, choisir l'une ou l'autre solution. S'il s'agit de rendre compte de la vie du tau et du temps de vie et de la vie du temps de vie du muon et même du temps de vie du proton, du neutron avec quelques corrections, on se rend compte que si on met la masse du W autour de 100 GeV, tout à coup, tout marche très bien. Par contre, si on prenait le couplage comme étant 1/100e, ça rendrait compte du temps de vie du tau, mais pas du tout des autres temps de vie. Et donc, dès ce moment-là, avant qu'une particule quelconque ait été produite, on avait une explication, je dirais, naturelle, agréable, disant simplement introduisons un intermédiaire massif et nous allons rendre compte des temps de vie très différents qui apparaissent. Et à ce moment-là, effectivement, le modèle... Excusez-moi, je dois remonter, voilà. À ce moment-là, le modèle était déjà plus ou moins validé. Il ne restait plus qu'à trouver ces particules, et ça a été fait dans les années 80. On a découvert le W et plus tard le Z qui l'accompagne au SPP-BARES, au collisionneur proton-antiproton du CERN, et effectivement avec les masses attendues. Tout allait très bien, à part que, si vous regardez, il n'y a pas ici d'interaction faible. Et c'est ma thèse jusqu'ici, c'est que lorsqu'on a parlé d'interaction, d'unification, interaction électromagnétique et faible, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait tué les interactions faibles. On a dit c'est des interactions avec une force comparable à l'interaction électromagnétique, mais qui nous paraissent faibles dans la vie courante parce que la particule intermédiaire est beaucoup plus lourde, est 2 ordres de grandeur plus lourde que ce à quoi nous sommes habitués. Mais toutes ces particules ont des couplages par la charge G qui sont comparables et même plus grandes que la charge électrique.
Autre chose, nous avons vu que des mesures de précision, des temps de vie longs à basse énergie, nous permettaient d'identifier la présence de particules lourdes, et ça, c'est une des méthodes indirectes auxquelles Pierre Fayet a fait allusion. Alors, la construction du modèle standard a conduit à dire si un W, il doit y avoir un Z, et c'est effectivement la période du triomphe de symétrie. Très satisfaisant, à part que, oui, mais cette symétrie, nous savons qu'elle est brisée, puisque le photon n'a pas de masse et le boson W en a une. Alors, dans cet espace des symétries, il faut un mécanisme qui brise les choses. Et initialement, sont des idées qui venaient de la supraconductivité, et là, la brisure se fait par des états liés, les paires de Cooper, entre les particules qu'on a déjà décrites. Et donc, une idée était que le responsable de cette brisure de symétrie soit un état lié des particules en interaction elles-mêmes. Mais c'était très compliqué à décrire. Ça le reste, c'est toujours une des possibilités, mais ça le reste. Mais c'était très compliqué à écrire. Et une solution vue comme intermédiaire, ou peut-être définitive, était de dire non, on va introduire une particule pour cela. Alors, ce que je veux dire quand je parle d'une brisure de symétrie, c'est une situation où les équations sont très symétriques. Par exemple, si je mets un crayon sur la pointe, ben la description elle est tout à fait symétrique. Simplement, à un moment, je sais qu'il va tomber. En mécanique classique, il pourrait être métastable. En mécanique quantique, je ne peux pas préciser à la fois sa position et sa vitesse, donc forcément, il va tomber. Et à ce moment-là, la solution aura moins de symétrie que les équations de départ. C'est de cela que nous parlons. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle du crayon dans le modèle standard? Eh bien, plutôt que de chercher une dynamique compliquée, on a sorti ce que j'appelle un joker, c'est-à-dire la carte qu'on peut mettre à la place de toutes les autres, qui est très peu contrainte, et c'est effectivement le boson de Braut-Englert-Higgs. Et ce boson, c'est une particule d'un genre nouveau, et c'est un scalaire. Je crois que c'est une chose importante, et pour cela, il faut se souvenir de ce qu'est le spin. Jusque-là, avant la découverte du boson H, boson de Braut-Englert-Higgs, toutes les particules qu'on avait observées, que ce soit le photon, le W, l'électron ou n'importe quoi d'autre, avaient un spin. Pensez à une balle de tennis avec des joueurs qui sont assez capricieux pour vous lifter les balles, leur donner un effet à tous les coups. Eh bien, jusqu'ici, on avait vu que des matchs de tennis avec des balles qui tournent sur elles-mêmes dans tous les sens. On n'avait pas vu une balle plate. Alors, effectivement, une autre chose, c'est que l'électron, par exemple, peut être vu à très haute énergie comme étant en fait deux particules. Un électron qui tourne à gauche quand il se déplace et un électron qui tourne à droite quand il se déplace. Les interactions avec les vecteurs que nous connaissons, le photon, le Z, les interactions avec vecteurs respectent cette propriété, c'est-à-dire que les électrons qui tournent à gauche, lorsqu'ils interagissent avec un boson vectoriel, ils continuent à tourner à gauche. Les électrons qui tournent à droite, même chose. De même pour toutes les autres particules. Et le boson H, le boson de Braut-Englert-Higgs, boson scalaire, lui, il n'a aucun effet. Il n'y a pas de moment angulaire associé, il n'y a pas de rotation associée. De ce fait-là, en fait, lui couple des particules gauches aux particules droites. Et c'est exactement ce que fait aussi une masse. Plutôt que gauche et droite, je devrais en fait dire lévogir et dextrogir. Et le fait que le couplage scalaire et la masse aient un peu la même nature, ça explique que le boson H donne aussi la masse aux fermions, à la matière ordinaire. Attention, ça ne donne pas toute la masse de la matière ordinaire, pas plus de 2% de la masse du proton, c'est-à-dire que s'il n'y avait que le boson de Braut-Englert-Higgs responsable de la masse, je pèserais moins de 2 kg. Alors, on a effectivement un nouveau type d'interaction, et lorsque je calcule maintenant l'équivalent de la constante de couplage de ce boson scalaire aux particules usuelles, je prends ici l'électron, mais je pourrais prendre n'importe quel quark, je trouve, bon, ça demande un petit calcul, je trouve 10-6 fois G. Et vous voyez que cette fois-ci, nous avons une particule qui est vraiment faiblement couplée. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça des interactions faibles, parce que le mot est déjà pris. Peut-être des interactions faiblardes seraient plus adaptées.
mais je crois que c'est un des points très importants. Et, pardon? Fait là, oui, peut-être. Mes excuses pour le belgicisme. En fait, je ne sais pas, en anglais, je ne sais pas ce que je prendrais comme mot. Voilà. Mais on peut prendre l'espagnol qui est débile. Les interactions débiles, c'est peut-être. Alors, ici, petite remarque au passage, lorsqu'on formule le modèle standard, le W ne couple qu'aux particules qui tournent à gauche. Il ne couple pas aux particules qui tournent à droite. Et c'est en fait une des grandes surprises, c'est la violation de parité. Les interactions faibles, classiques, le W, ne respectent pas la parité parce qu'elles se couplent différemment aux particules lévogires et dextrogires. On a longtemps cru que c'était dû aux neutrinos. En fait, il n'en est rien, c'est vrai pour toutes les particules, et le neutrino, l'absence du neutrino droit, par exemple, n'a absolument rien à voir avec la violation de parité. On a mis du temps à s'en apercevoir, mais c'est une propriété fondamentale du modèle standard. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le cours des choses? Donc, je mentionnais cette brisure de parité pour dire que cette approche des symétries n'est pas merveilleuse. Ne mettez pas un étudiant et demandez-lui pour lui demander de trouver toutes les symétries du problème et trouver ainsi une nouvelle théorie qui va être merveilleusement vérifiée par l'expérimentateur. Il y a un moment où la science, la physique, est une science empirique. Et la violation de parité, qui date bien avant le modèle standard, est venue comme une surprise pour les théoriciens. Une fois qu'on a connu la violation de parité, on a trouvé d'autres violations de la symétrie particule-antiparticule, renversement du temps, mais la violation de parité, c'est venu comme une surprise, c'est une réalité empirique. Donc, même si on a des modèles qui sont très beaux, il n'y a rien de tel qu'une vilaine expérience qui tue un beau modèle. C'est vraiment ce qu'on espère tous, en fait. Alors, si dans le cours des choses, comme Pierre l'a mentionné, on a découvert qu'au-delà de la première famille de particules, le proton-neutron, il y en avait deux autres. Je vais les appeler U1, U2, U3 ici, pour les particules gauches, U, C et T, quark up, charmé et top, pour les contreparties droites, et la même chose pour les partenaires de charges différentes. Soit. Si on avait vraiment cette structure en famille, chaque famille serait stable, parce que vous voyez que les bosons W ne se déplacent que verticalement, donc ils ne se déplacent qu'entre charme et étrange, et vous ne verriez jamais la désintégration d'un boson étrange. Alors ça, tout ceci, c'est un jeu expérimental qui est venu en parallèle avec des travaux théoriques, comme ceux de, je parle d'autant plus aisément qu'il est absent, de Jean Iliopoulos, de Glashow et de Mayani, ou bien Kabibo, Kobayashi et Maskawa. Alors, que se passe-t-il? En fait, la particule scalaire, H, elle a une action complètement différente des bosons de jauge responsables des interactions fondamentales. Parce qu'elle ne respecte pas cette symétrie verticale de famille. Elle joue à travers les familles. Et par exemple, dans les couplages avec la particule H, la particule qu'on appellera le quark charmé, ce sera une combinaison des U1, U2 et U3 que nous avions précédemment. À partir du moment où c'est une combinaison, nous passons à la diapositive suivante, à partir du moment où c'est une combinaison, on a un mélange. Et lorsqu'on se place dans les états propres de masse, donc lorsqu'on regarde les particules d'une masse donnée, le quark up d'une masse donnée, le quark charmé d'une masse donnée, comme ce sont des mélanges des états initiaux, nous obtenons des transitions possibles entre les familles. Donc, le boson scalaire non seulement rend compte des masses des particules, mais aussi rend compte des mélanges, de l'instabilité des deux familles que nous ne voyons pas dans la chimie. Ça veut aussi dire que le boson scalaire, maintenant nous avons déplacé le problème, le boson scalaire est responsable de la masse de toutes ces particules, et vous voyez que les masses s'étagent de 1 millième de GeV à 4 GeV pour les quarks, à 173 GeV, j'ai fait un effort, n'est-ce pas, 173,
de ne pas parler belge. Donc, c'est donc 173 GeV pour le quark top et jusque 0,02 GeV, et avec des valeurs encore beaucoup plus faibles. Je ne vous compterai pas les zéros, ce sont des EV là-bas pour les... je me suis d'ailleurs trompé, il manque des zéros. Il manque 3 zéros dans les expressions, mes excuses. Voilà, donc tant pis. Mais enfin, vous voyez que l'ampleur de ces couplages nous pose question. Et en fait, c'est le problème devant lequel nous sommes maintenant. Si nous acceptons que ce boson scalaire est une particule fondamentale, si nous acceptons à ce moment-là que les couplages en question sont des nouveaux paramètres fondamentaux de la théorie, est-ce que nous pouvons accepter d'avoir des paramètres aussi variables, et ajouter les 3 zéros, est-ce que nous pouvons accepter des paramètres aussi variables et dire que nous avons compris? Et je crois que la réponse est évidemment non. Donc il faut maintenant, nous avons reporté le problème, il faut maintenant comprendre quelle est la nature de ce boson H, quelle est aussi la nature de ces couplages aux autres particules. Et ça, c'est un tout autre travail, mais attention, nous ne sommes plus en train de discuter du temps de vie, des propriétés d'une particule, nous sommes en train de discuter de la masse. Pour n'importe quel chimiste, la masse est une donnée acquise lorsqu'on parle d'une particule. Nous avons donc simplement reporté nos ambitions. Alors, je vais citer ici donc tous les rôles de ce qu'on a introduit au départ comme un joker. Un grand nombre, bon, il fait beaucoup de choses. Il explique la symétrie de parité, il ne l'explique pas, ça s'est expliqué par les interactions de jauge, mais il explique la symétrie entre particules, antiparticules, le fait qu'on ne peut pas renverser le sens du temps, que même une particule connaît la différence entre passé et futur. Par exemple, si vous mesurez à 6 pi lyre ou bien LHC B, si vous mesurez la transition entre un K0 et un K0 bar, eh bien, sa probabilité est différente de celle d'un K0 bar en K0. Et ça vous montre qu'il y a une différence entre particules et antiparticules, parce que sans ça, les deux devraient être égales, et il y a une différence entre passé et futur, parce que je pourrais simplement renverser les flèches en jouant sur le passé et le futur. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont imposées à ces particules. Alors, Pierre l'a dit, au départ, beaucoup de gens croyaient que ce joker était une façon temporaire d'écrire les équations, et puis qu'on se pencherait par la suite sur sa nature. De ce que nous voyons pour le moment des propriétés du boson H, notamment du fait qu'il a une largeur très faible, un temps de vie relativement long, tout indique que si ce n'est pas une particule fondamentale, c'est en tout cas un état lié extrêmement serré, ce à quoi on ne s'attendait pas il y a quelques dizaines d'années. Certains avaient prédit de telles particules, le boson scalaire, notamment la supersymétrie. Et, supersymétrie qui est associée notamment au nom de Pierre Fayet, aussi à Jean Liopoulos ici, et puis bien d'autres. Mais si vous regardez la supersymétrie, c'est une très belle théorie. À chaque particule, on associe une particule qui a un spin différent. Tous les couplages sont précisés, mais malheureusement, elle est difficile à briser. Et les mécanismes de brisure sont fort arbitraires. Mais il y a une prévision de la supersymétrie qui est, je dirais, à l'épreuve des balles, c'est le doublement de la structure scalaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un doublet scalaire, on en a deux. Dans la pratique, ça veut dire qu'au-delà du boson H, dont on va vous parler dans les exposés précédents, il y a 4 autres particules, 2 chargées, H+, et H-, et 2 neutres, H et A, qui sont encore à découvrir. Et ça, c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles je crois que le LHC est la machine idéale. Parce que pourquoi a-t-il fallu si longtemps entre 1980 pour le W et le Z et 2012 pour le H? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps? Ce n'est pas une telle question d'énergie, parce qu'on passe de 80 GeV pour le W, 90 GeV pour le Z, à 125 GeV pour le H. Ce n'est pas ça qui a joué, c'est le fait que le H est beaucoup moins couplé et qu'il fallait non seulement une machine très énergétique, mais aussi une machine très puissante. Alors, je suis en train de dépasser de mon temps. Non, mais j'ai encore un autre chapitre, c'est le problème. Voilà. Donc, je vais éviter ça.
Certaines autres possibilités existent sur l'origine du spectre des masses. Par exemple, si on pense à des modèles à plusieurs dimensions, et à ce moment-là, c'est un peu l'emplacement géométrique des différentes familles dans les dimensions supplémentaires qui expliquerait le spectre de masse. Un mot sur l'argument de la précision. Vous entendrez aussi que le LHC est une expérience qui, avec son intensité, pourra atteindre une grande précision, par exemple 1% sur les couplages du boson H, mais il faut toutefois prendre garde. Parce que vous avez vu que des mesures de précision tout au début permettent d'inférer l'existence de particules plus lourdes, mais 1% sur les couplages du H au LHC nous amène à une échelle du TeV, qui est déjà une échelle dans laquelle nous sommes en train d'explorer, tandis que des expériences de cibles fixes, par exemple la désétation du K qui n'est pas vue en mu bar E, on arrive à des rapports de probabilité de 10-12. Donc là, on n'est plus au pourcent, on est à 10-12, et ces mesures qui sont faites à basse énergie permettent de sonder, pas de façon exhaustive, mais permettent de sonder des énergies beaucoup plus élevées. Alors, les neutrinos sont-ils différents? D'abord, les neutrinos sont produits abondamment dans la désintégration du neutron, ici en fait un antineutrino. Si vous regardez, on a 3 familles, mais si vous regardez les 3 premières particules UD et l'électron nous permettent de décrire proton, neutron, électron, et si j'ajoute le neutrino, je peux décrire toute la physique nucléaire. Et pourquoi oublions-nous toujours le neutrino? Le neutrino, il y en a énormément. Le Soleil nous en envoie à peu près 10 milliards par centimètre carré par seconde qui nous traversent. Et on fait plus qu'un centimètre carré, en tout cas moi. Donc, si vous imaginez la quantité de milliards de neutrinos qui traversent par seconde, sans effet. Et d'autant moins d'effet qu'ils nous traversent jour et nuit, parce qu'ils traversent aussi toute la Terre pour venir nous bombarder dans l'autre sens. Donc ces particules sont effectivement inoffensives, mais extraordinairement abondantes. Au passage, si vous vous baladez près d'une centrale nucléaire, ce sont des antineutrinos qui vont vous bombarder, et aussi on parle de milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde, même centaines de milliards si vous allez à 100 mètres de la centrale nucléaire. Alors peut-être que c'est pour ça qu'à un moment on a un peu omis d'en parler trop dans les livres de classe. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse qui n'a rien d'historique. Très longtemps on a supposé que l'absence de neutrinos droits était l'absence de violation de parité. Nous avons vu que ce n'était pas le cas. Le modèle standard intrinsèquement sépare gauche et droite, que le neutrino droit soit présent ou pas. Et donc, sur cet argument, on a souvent prétendu que la présence de neutrinos sans masse était essentielle dans le modèle standard. Je crois que c'était en fait une erreur pédagogique, peut-être pas historique, mais pédagogique. Et nous savons maintenant que les neutrinos ont des masses. Nous le savons par la cosmologie, nous le savons aussi par le fait qu'ils oscillent, et je vais y revenir. Ils ont des masses, alors comment faire pour leur donner des masses? Bon, pour l'électron, vous vous souvenez que, ici j'aurais dû mettre un neutrino, mes excuses, si je veux donner une masse d'un électron-volt au neutrino, le couplage ici ne doit plus être 10-6, mais 10-11. Alors, pour beaucoup, ce passage de 10-6 à 10-11 est trop, et donc plutôt que de prendre cette solution, je dirais un peu de variété horticole ordinaire, des tas de schémas ont été imaginés pour expliquer la faiblesse de la masse des neutrinos. Donc pour expliquer pourquoi on a ce 10-6 plutôt que le 10-11. Une petite chose à propos des neutrinos, donc je devrais revenir ici, voilà. Ici. Attendez, je vais prendre ici. Donc nous avons, comme précédemment, nous avons des neutrinos qui sont associés à électrons, au muon ou au tau. Imaginons que j'ai un neutrino associé à un muon. Donc je prends la désintégration d'un muon, je produis un neutrino muonique ici. Et puis je vais le laisser se propager dans l'air. Bon, une fois qu'il est dans l'air, il n'interagit pas avec le muon, il n'a plus de raison de se soucier du muon. Par contre, il peut s'exprimer comme des états de masse. Donc il y a le neutrino associé au muon, et puis il y a
trois états de masse du neutrino. Il va avoir une masse nu1 ou une masse nu2. Donc, pour pouvoir voir sa propagation, je vais supposer qu'il se décompose entre un neutrino 1 et un neutrino 2, et puis après, je le laisse se propager dans l'air. Et lorsqu'on étudie la propagation, on voit que la composante nu1 et la composante nu2 évoluent en fonction de la vitesse V1 et V2 des neutrinos. Comme ils n'ont pas la même masse, les vitesses sont différentes. À la sortie, eh bien, les coefficients nu1 et nu2 vont être modifiés et la résultante se trouvera, par exemple, ici, dans la direction nu-e. Et donc, un neutrino est mis en association avec un muon au départ, du fait de sa propagation dans l'air où les états de propagation ne sont pas les états mu et e, mais des états de masse différents, va se retrouver à la sortie en état neutrino électronique. Et cette oscillation nous permet de mesurer la différence de masse. Alors, cette oscillation, elle est observée. Au départ, on a vu un déficit à peu près de 50% dans les neutrinos qui venaient du Soleil. Bon, vous allez me dire 10 milliards par centimètre carré, c'est déjà pas mal. Enfin, entre 5 et 10 milliards, il y a quand même une différence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces neutrinos oscillaient en neutrino mu ou en neutrino tau qui n'interagissaient plus dans nos détecteurs. Donc, on a pu mettre en évidence les différents, sachant qu'ils oscillaient, on a donc déduit qu'il y avait des différences de masse. Est-ce qu'il suffit de 3 types de neutrinos? Pour le moment, il y a pas mal d'expériences qui essayent de vérifier la possibilité d'un 4e type de neutrinos. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, il y a la question des masses sur laquelle je vais revenir. Mais je voudrais revenir sur une dernière question qui est celle du temps de vie du proton. Alors, le temps de vie du proton, 10 exposants 31 années, comment ça se fait, alors que toutes les autres particules ont des temps de vie beaucoup plus courts? Alors, une façon de dire, c'est de dire le proton est éternel et arrangez-vous pour écrire des équations qui respectent le fait qu'elles soient éternelles. En langage de physicien, c'est un petit peu comme le langage des médecins de Molière. En langage de physicien, ça se traduit en disant je vais dire que le proton a un nombre baryonique, que le neutron a un nombre baryonique, que le nombre baryonique est conservé, et que puisque le proton est plus léger que le neutron, il ne peut pas se désintégrer en quelque chose de plus léger qui a encore un nombre baryonique, donc il ne peut pas se désintégrer. Donc le proton est stable en langage de physicien molièresque, se traduit en le nombre baryonique est conservé. C'est le coup du gars qui va chez son médecin en ayant mal au dos et puis il revient rassuré parce que le médecin lui a dit qu'il avait un lumbago. Il lui a simplement répété la même chose dans une autre langue. Jusque-là, effectivement, on n'a rien appris. On apprend quelque chose quand on trouve des mécanismes qui violent la conservation du nombre baryonique, et c'est là que les choses interviennent. Alors, il existe des mécanismes qui violent le nombre baryonique dans le modèle standard, mais en général de façon insuffisante. La violation du nombre baryonique, elle est nécessaire pour, je vais devoir avancer là, elle est nécessaire pour expliquer la symétrie entre matière et antimatière. Donc en fait, au départ, on peut considérer que la gravitation a créé autant de matière que d'antimatière. Et puis maintenant, nous nous retrouvons avec une énorme domination de la matière. La matière et l'antimatière sont annihilées en photons, et le reste, on a un nombre baryonique qui est 10-10 du nombre de photons. Donc, toute l'antimatière a disparu, il faut qu'il y ait une asymétrie entre les deux. Et effectivement, cette asymétrie, elle peut être générée par un mécanisme qui est, j'ai peu de temps, donc je vais essayer de conclure ici dedans. Ce mécanisme peut être généré à l'intermédiaire des neutrinos. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le schéma le plus simple pour donner la masse des neutrinos, c'était de les coupler avec un neutrino gauche, un neutrino un boson scalaire, et un couplage de 10-11 au lieu de 10-6. Jusque-là, on ne comprend pas les couplages, ce n'est pas si grave. Mais on peut faire d'autres mécanismes. Alors, jusqu'ici, je vous ai montré qu'une masse, c'est un couplage entre une particule lévogire et une particule dextrogire. Si vous regardez les flèches qui représentent le spin, les deux flèches sont opposées. Donc là, lorsque vous ajoutez les deux flèches, ça fait 0 en fait. La même chose pour l'électron gauche et l'électron droit.
je pourrais essayer de faire cette construction-ci où je mets 2 électrons qui entrent, et à nouveau, mes 2 flèches de spin sont opposées, donc ceci pourrait être un terme de masse. Mais malheureusement, un tel terme changerait la charge électrique par 2. Autrement dit, ça créerait des charges électriques, ça créerait de l'électricité gratuite, ce que les sociétés de distribution d'énergie n'apprécient pas, donc ça c'est interdit. Par contre, pour le neutrino qui n'a pas de charge électrique, un terme de masse est tout à fait légitime. Et il s'appelle un terme de Majorana, du nom d'Ettore Majorana, qui a proposé cette solution. Donc, on peut faire un terme de masse sans introduire le neutrino droit. On peut le tester dans la désintégration faible. Ici, une désintégration faible, vous avez un neutrino avec une masse de Majorana, et vous avez une désintégration faible sans neutrino, double bêta, qui pourrait détecter. Ce sont des manips très difficiles, mais, puisqu'il faut détecter des temps de vie de 10 exposant 21 années, mais ce sont des expériences qui sont cruciales pour comprendre la nature des neutrinos. Alors, à nouveau, pourquoi cette nature du neutrino est-elle importante? Regardons un modèle qui est très populaire pour le moment. Je ne mets pas de masse de Majorana pour le neutrino gauche, je mets une masse ordinaire de Dirac entre une gauche et une 3, et je mets une grande masse de Majorana pour le neutrino droit. Bon, ça peut paraître baroque, mais c'est tout à fait cohérent au point de vue théorique. Lorsque je rassemble ces interactions, je me retrouve avec 2 états. Un état léger, avec une masse petit m sur grand m carré, m carré sur grand m, et un neutrino lourd avec une masse grand M. Excusez le typo dans ce transparent. Ici, c'est correct. Donc, OK. Donc maintenant, au lieu d'avoir un neutrino, j'en ai 2. J'en ai un qui est lourd. Et la chose, ce sont différents schémas pour les masses des neutrinos. Et la chose importante, c'est que le neutrino peut se désintégrer. Ce neutrino lourd est un candidat pour générer la symétrie entre matière et antimatière. Parce qu'il peut se désintégrer de façon symétrique entre lepton et antilepton. Il y aura plus de désintégration en antilepton qu'en lepton, par exemple, et de ce fait-là, je pourrais créer la symétrie entre matière et antimatière. Alors, c'est très indirect, mais ça veut dire que les tests de la nature du neutrino sont très importants pour comprendre l'évolution de l'univers et la nature de la matière et de l'antimatière. Alors, avant de terminer, puisque je vois que ma lampe est encore provisoirement blanche, je voudrais quand même ajouter un mot qui fera plus trait à l'exposé de Laura Baudis, c'est l'unification de la gravité et des forces fondamentales, qui est toujours un des gros problèmes. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on étudie la théorie des cordes, qui est un très bon candidat pour unifier la gravitation et l'interaction fondamentale. Le problème, c'est que pour le moment, dans la théorie des cordes, nous n'avons pas de prévision testable. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on y travaille. Elle est cohérente avec ce que nous connaissons, mais nous n'avons pas une prédiction qui permet de tester la théorie. Et alors, avant de penser à l'unification, il faut peut-être penser aussi aux domaines dans lesquels nous connaissons les différentes interactions. Lorsque je parle de l'électromagnétisme, ici au-dessus, ou des interactions faibles, vous voyez qu'elles sont testées jusqu'à des échelles de 10 exposant 12 électronvolts, c'est-à-dire à peu près l'énergie du LHC, et jusqu'à donc ces échelles sont des distances extrêmement courtes. L'électronvolt, c'est à peu près le micron, le millième de millimètre, et puis à l'autre côté, l'électromagnétisme est testé au niveau de la galaxie, certainement. Et puis, si je veux au-delà de l'univers, c'est plus compliqué, mais au niveau de la galaxie et au-delà, on connaît les champs magnétiques. Pour la gravitation, les choses sont différentes. La gravitation est testée de façon exquise et beaucoup mieux que tout le reste, peut-être, dans la dynamique du système solaire. Et donc, le système solaire, les expériences de laboratoire à la Edvos pour tester l'attraction de deux balles de plomb ou des choses pareilles, ça marche très bien et ça marche jusque 20 microns. Mais en dessous de 20 microns, nous ne connaissons pas la nature de la gravitation et nous ne savons pas, par exemple, si la force est en 1 sur R carré. Je ne connais pas l'attraction gravitationnelle et je ne vois pas de façon de la mesurer entre 2 globules rouges. Ce sont quelques-uns de mes globules rouges au passage, ici. Pour l'autre extrême, effectivement, la gravitation marche dans tout l'univers,
Mais lorsque je dépasse lorsque j'atteins l'échelle de la galaxie, je dois tenir compte, postuler l'existence de matière noire. Lorsque je vais plus loin encore, dans l'histoire de l'univers, je dois postuler l'existence d'énergie noire. Et donc, la gravitation en elle-même, que je veux unifier avec une théorie que je connais très bien, elle n'est pour le moment testée, et ce n'est pas sa faute, ce sont nos moyens qui nous limitent, elle n'est testée que dans ce domaine-ci. Et le problème, il arrive à 10 exposant 28 eV, c'est-à-dire bien en dehors de l'échelle. Ceci, c'est essentiellement le même transparent. Alors, les conclusions, comme la lampe est devenue rouge, je vais vous les laisser. Simplement, je veux dire qu'on est loin d'avoir terminé le modèle standard. On a très bien compris les forces faibles, l'interaction faible, si bien que je ne la considère plus comme faible, et j'espère que vous aurez compris la raison de ce changement de dénomination. Pour moi, c'est une interaction unifiée, et la vraie interaction faible, c'est maintenant celle de particules comme le boson H, de la matière noire, et dans une certaine mesure, je crois que le LHC, comme il nous l'a montré avec le premier boson scalaire qu'il a découvert, est la particule idéale, la machine idéale pour découvrir de nouvelles particules interagissant vraiment faiblement. Voilà. Bien, il nous reste quelques minutes pour des questions. Oui, Christian Bordet. On voit de plus en plus de papiers qui assimilent le Higgs à un dilaton de la théorie de Kaluza-Klein. Et ma question est double, mais liée. Quel est le rôle de la gravitation dans la structure des particules élémentaires ? Alors la question est, je dirais même plus que double, mais effectivement, comme j'ai voulu le mentionner, le scalaire, c'est un joker. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spin, on peut le mettre très facilement dans une théorie, il n'y a pas de contradiction lorsqu'on le met, c'est beaucoup moins contraint que de mettre des bosons de jauge. Et donc, lorsqu'on a voulu décrire l'inflation, qui est aussi un des domaines sur lesquels nous avions travaillé à Bruxelles sur l'univers causal avec l'inflation, lorsqu'on a voulu décrire l'inflation, une façon simple, c'était de mettre un scalaire ad hoc. On l'a aussi appelé phi, comme celui qui se trouvait dans le modèle standard à l'époque, et on peut mettre un deuxième scalaire qui fasse ce jeu-là. On peut avoir deux scalaires qui jouent un jeu où ils s'épaulent mutuellement. Ce sont des théories qui se trouvent avec des théories de Vallée et compagnie. Donc vous pouvez avoir deux champs scalaires, ou vous pouvez peut-être essayer d'identifier les deux. Mais malgré tout, il y a une chose qui me gêne dans l'aspect, c'est que le champ scalaire H a des couplages très différents avec les différents types de matière, ce qui n'est pas du tout le cas de la gravitation. À un moment, nous pensions au dilaton plus comme au déterminant de la métrique, et dans ce cas-là, ça ne collerait pas. Mais bon, ça fait partie de la modélisation. Maintenant, je crois que malgré tout, à un certain moment, les scalaires, ou bien sont l'indice de la supersymétrie, ou peut-être de la théorie des cordes, ou alors vont peut-être se résoudre comme étant des états liés, mais alors extrêmement serrés à plus haute énergie, ce qu'on appelle des bosons pseudo-Goldstone. Ce ne sont que des impressions, mais effectivement, la similitude de traitement entre l'inflation et le boson H est très similaire, est frappante. Oui, allez-y. Oui, un jour, on m'a expliqué dans une conférence que la gravitation ne pouvait pas se mettre dans le modèle standard. Ah, je suis ici. Oui, ça va. Ne pouvait pas se mettre dans le modèle standard parce que les trois forces du modèle standard sont des forces, dans le sens newtonien du terme, bien que Newton s'en ait pas occupé, et que la gravitation, c'est une courbure de l'espace. Donc, on ne peut pas mettre la gravitation au même niveau ou dans le même schéma d'explication que les trois autres forces. Alors maintenant, deuxième chose, c'est que le boson de Higgs ne fait que modifier la masse inertielle des particules, pas leur masse gravitationnelle. Donc là, je ne vois pas très bien comment on peut passer
d'une masse inertielle à des masses gravitationnelles. Après ça, le proton, très souvent on le considère comme une masse unique, alors qu'en réalité il est fait de 3 quarks qui pèsent chacun 10 électrons, oui, ce qui est très peu, et que l'essentiel de la masse du proton est justement dans les gluons qui assurent cette cohésion entre les... Alors là, le lien entre la gravitation et les 3 autres forces, et même le modèle standard, j'arrive plus très bien à me l'expliquer. Je vais essayer de répondre à l'envers à vos questions dans l'ordre inverse. D'abord, parce que je m'en souviendrai plus facilement. Le premier point, effectivement, j'ai souligné que dans la masse du proton, seulement 2% provenaient du mécanisme de Brotton-Higgs. Le reste, c'est de l'énergie liée aux gluons. Donc, en fait, les gluons sont vus comme un ressort qui lie les quarks. Et ça n'a en fait pas de sens de parler de masse des quarks. J'ai d'ailleurs mis un mot quelque part, estimation des masses, parce que pour les quarks légers, ça n'a pas de sens de parler de cette façon-là des masses des quarks. On peut leur donner un sens, mais pas celui-là. Et donc, en fait, lorsqu'on parle de quark dans un proton, on parle de masse de constituant qui fait de l'ordre de 300 MeV, c'est-à-dire le tiers de la masse du proton. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, bon, ça c'est effectivement. Et dans cette mesure-là, l'inertie qui est associée est effectivement 300 MeV. L'inertie, c'est en fait l'ensemble de l'énergie correspondant à la particule. Et si je ne peux pas séparer la particule de ses gluons, ben c'est la particule avec ses gluons. Mais là, pour les autres particules, pour l'électron, etc., ben, la masse ou l'énergie de repos, ben, c'est la masse et l'énergie de repos, c'est exactement la même chose. Alors, donc là, je crois qu'il y a effectivement une distinction que vous m'avez permis de faire. L'autre point, c'était sur le caractère géométrique de la gravitation. Alors, effectivement, c'est un aspect fondamental, mais qui peut aussi relever de la pétition de principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes les particules et toutes les énergies se couplent de la même façon à la gravitation, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence, alors on peut se dire que la gravitation n'est plus une propriété des particules, mais une géométrie dans laquelle elles évoluent. Mais il faut faire attention au transfert sémantique qu'on a fait et que nous faisons tous. Mais on a fait cette hypothèse-là en se disant que la relativité générale est le dernier mot et qu'il n'y aura pas de légère différence dans le traitement gravitationnel des particules. Et on a le confort de traiter ça comme une géométrie. Mais en fait, il se pourrait que l'expérience nous montre le contraire, j'en doute, mais qu'à ce moment-là, on se retrouve devant des forces à unifier. Et je crois que la description géométrique est en tout cas une description commode, mais pas nécessairement le dernier mot. Parce que la masse inertielle, c'est la difficulté à déplacer une masse. Et maintenant, la gravitation, c'est l'attraction entre deux masses. Donc, une masse qui est toute seule dans l'univers, j'aurais des difficultés à la pousser. Et maintenant, deux masses en présence, elles vont s'attirer. Oui. Donc, le boson de Higgs qui donne qu'une masse inertielle, il ne m'explique pas la gravitation, même si jamais toutes les expériences, et il y en a eu plein. Mais le boson scalaire n'explique pas la gravitation. C'est un autre problème. Non. Savoir si on peut unifier la gravitation et les autres forces. Bon, il y a des problèmes techniques, les problèmes auxquels je fais allusion, c'est des problèmes de renormalisation, que les forces de gravitationnelles deviennent très fortes au-delà de 10 exposants 28 électronvolts. Si on vit à 4 dimensions, si on vit à 6 dimensions, ça se produit à d'autres énergies. Et oui, mais ça fait partie, en tout cas au niveau de la construction des théories, ça fait partie des formalismes possibles. Après, vous pouvez avoir un formalisme qui est cohérent à beaucoup de dimensions, et puis dont on regarde la réalisation dans notre monde. Ça ne veut pas dire qu'on va aller se balader dans les dimensions supplémentaires. Hein. C'est caché. Oui, voilà. C'est cacher les problèmes sous le tapis. Bon, merci. On va arrêter cette discussion à ce stade, mais on va pouvoir continuer tout à l'heure. Bien, je vous propose d'applaudir encore une fois Jean-Marie Frère.